Eiffel and Curious, mobilité des personnes aveugles et malvoyantes. Avec Caroline Pigeon, chargée de recherche à l'université Gustave Eiffel. L'étude Homère. Recherche classique ou science participative? Science participative. La science participative, c'est une manière de faire de la recherche qui est particulièrement pertinente dans le champ du handicap. Tout d'abord, les questions de recherche sont alignées avec la vie quotidienne des personnes concernées, avec leurs préoccupations, leurs problèmes, les questions qu'elles se posent. Ça permet aux chercheurs de problématiser autrement leurs recherches. Ensuite, la recherche, elle est menée avec les personnes concernées. Selon les dispositifs, ça peut être les impliquer dans le copilotage de l'étude et ça peut aller jusqu'à les considérer en tant que co-chercheurs. Et faire de la recherche avec ces personnes, c'est leur donner l'opportunité d'acquérir des compétences et de gagner en pouvoir d'agir. Enfin, les résultats issus des recherches participatives ont un fort potentiel d'appropriation et donc un potentiel important d'avoir un impact direct dans la vie des personnes concernées. L'étude Homère visait à mieux documenter la vie quotidienne des personnes déficientes visuelles, leurs ressources et leurs difficultés, et elle est née d'un constat qui a été fait par 8 associations et une institution qui ont lancé un appel à projet pour que des chercheurs s'emparent de ces questions. Le consortium de recherche qui a été choisi par ce collectif associatif comprenait le laboratoire DIF de l'Université Lyon 2 et c'est en travaillant dans ce labo que j'ai collaboré à l'étude Homère. Le collectif associatif a été impliqué dans le pilotage de l'étude, dans la diffusion du questionnaire, on les a aussi impliqués dans l'analyse des résultats et ils travaillent encore aujourd'hui activement à diffuser les résultats sous différents formats. Quant au questionnaire, il a été construit en utilisant des méthodes participatives impliquant une cinquantaine de personnes déficientes visuelles, des professionnels du champ et des proches aidants. L'étude Homère, c'est donc un questionnaire d'environ 200 questions avec 2201 répondants de 0 à 101 ans. Il aborde une multitude de thématiques telles que la mobilité qu'on retrouve au carrefour de différents sujets comme l'accès à la culture, l'accès à l'emploi et l'accès aux droits. L'espace public pour les personnes aveugles. Dangereux ou adapté? Plutôt dangereux. Dans l'étude Homère, plus d'un tiers des répondants reportaient avoir souvent ou toujours le sentiment d'être en danger lors de leur déplacement. Nous avons aussi trouvé que 32% des répondants se déplaçaient seuls sur tout type de trajet, 50% sur certains trajets uniquement, alors que 18% ne sortent pas seuls de chez eux. Des facteurs personnels et environnementaux entrent en jeu dans cette mobilité. Par exemple, 22% des aveugles sont autonomes sur tout type de trajet et cette proportion monte à 66% chez les malvoyants légers. Dans sa thèse, Nicolas Baltenec avait montré en utilisant les parcours commentés que les personnes aveugles se sentaient davantage en insécurité dans les lieux ouverts comme les places que dans les rues ou les ruelles. Avec Claude Marin-Lamelais, mon directeur de thèse à l'époque, et Céline Grange-Fèvre, nous avions montré dans le projet Timodev que les personnes aveugles et malvoyantes utilisaient des stratégies pour contourner ces lieux stressants et que, en conséquence, cela rallongeait leur temps de trajet. Nous avions également vu que le fait qu'il y ait des points de repère qui soient facilement perceptibles, que de l'information soit diffusée sous différentes mobilités et la possibilité aussi d'avoir recours à une aide humaine, ça facilitait grandement la mobilité des personnes. La charge cognitive du déplacement. Fiction ou réalité? Réalité. La charge cognitive, on peut la définir comme la quantité d'efforts que doit fournir un individu lorsqu'il réalise une activité. Quand on ne voit pas, les obstacles sont perçus seulement quand la canne blanche ou le pied entre en contact avec. Donc il y a moins d'anticipation. La compréhension qu'on a de l'environnement, elle est moins précise, moins détaillée. Ainsi, c'est beaucoup plus difficile de garder une trajectoire rectiligne et ne pas se retrouver en plein milieu de la chaussée ou tout simplement se diriger vers un objet. Se déplacer sans voir a une charge cognitive plus importante, ce n'est pas une fiction. Dans ma thèse, nous avions mesuré les capacités attentionnelles des personnes aveugles en utilisant des tests neuropsychologiques et elles avaient également réalisé une expérimentation de déplacement dans laquelle on mesurait la charge cognitive. Un des résultats intéressants est que les personnes qui avaient des capacités attentionnelles supérieures, c'était celles pour qui se déplacer était moins coûteux cognitivement. Par ailleurs, c'était aussi les personnes qui se déplaçaient le plus et dans le plus de contextes différents. La meilleure aide à la locomotion. Canne blanche ou chien guide? Ça dépend pour qui. D'un point de vue charge cognitive, on avait démontré dans ma thèse qu'utiliser une canne blanche était plus coûteux. Par contre, j'avais l'impression, et ça mériterait d'être démontré expérimentalement, j'avais l'impression que les personnes qui utilisaient un chien guide avaient une moins bonne conscience de la situation.
Le chien guide fait équipe avec la personne qui l'accompagne. Une dame me racontait que son chien était capable de faire des raccourcis une fois qu'il avait expérimenté plusieurs fois un même trajet. Ça, c'est pas tous les chiens. En théorie, c'est la personne qui gère l'itinéraire, la navigation dans l'espace, et le chien guide est là pour éviter les obstacles et diriger la personne vers un escalier, un passage piéton ou une porte. Un autre avantage à considérer est que le chien guide est souvent source d'interaction sociale. Par contre, on me raconte souvent que des inconnus s'adressent au chien guide plutôt qu'à la personne. Faut pas faire ça. Il faut par contre avoir en tête qu'un chien guide, on ne veut pas le ranger dans le sac à main, il faut le nourrir, lui faire ses besoins, il a besoin de soins. On ne l'utilise pas simplement pendant les déplacements. Dans tous les cas, maîtriser la technique de la canne blanche reste indispensable pour pouvoir rester autonome lorsque le chien est malade, par exemple. Ce n'est donc pas vraiment à moi qu'il faut poser cette question, mais aux personnes concernées. Ça va dépendre des besoins de chacun, des personnalités et des moments de la vie aussi. La compensation cognitive. Innée ou à acquérir ? Je ne sais pas, désolée. Nos recherches ne nous ont pas permis de montrer si c'est le fait de se déplacer en autonomie dans des environnements complexes qui fait que les personnes vont développer de grosses capacités d'attention ou si c'est parce qu'à la base elles ont des bonnes capacités qu'elles vont développer leur mobilité. Par ailleurs, on ne sait pas à quel point ces capacités attentionnelles entrent en jeu dans la mobilité autonome. Il y a certainement d'autres facteurs personnels qui entrent en compte. Par exemple, la confiance en soi ou le fait d'être ouvert à la nouveauté. Est-ce que ça pourrait jouer sur le fait qu'une personne aveugle va oser sortir de chez elle une première fois et puis recommencer encore et encore malgré les difficultés ? L'entourage, s'il est soutenant ou au contraire surprotecteur, on ne sait pas vraiment comment ça impacte tout ça. Comprendre très finement ces facteurs de mobilité, ça nous permettrait de mieux cibler des interventions qui pourraient avoir le plus d'effet ou d'en inventer de nouvelles pour permettre d'agir au niveau personnel. Pour autant, il reste une large marge de manœuvre pour agir dès maintenant afin de rendre l'environnement plus inclusif et accueillant. Parce que se déplacer pour les personnes aveugles et malvoyantes, c'est une des conditions essentielles pour qu'elles puissent être partie prenante de notre société.